Courchevel confidentiel. Des récits d'expériences et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'Office de tourisme de Courchevel. Dès son plus jeune âge, Roland Georges rêve de grands espaces et de forêts enneigées. En découvrant Courchevel, cet enfant des plaines a une révélation et comprend que la montagne sera sa vocation. Dans cet épisode, il revient sur sa longue expérience de guide de haute montagne avant de nous raconter son heureuse reconversion dans la restauration écologique sur les bords du lac de la Rosière. Bonne écoute! Bonjour, je suis Roland Georges et je m'occupe du chalet du lac de la Rosière à Courchevel-Morion. Mon rapport à la montagne, c'est quelque chose de vital qui me vient de la petite enfance où j'avais vraiment... je savais que j'allais passer ma vie dans des endroits sauvages. Et mon premier fantasme, c'était... mon premier imaginaire, plutôt, c'était la grande forêt du Canada. Et puis, finalement, j'ai découvert la montagne, les Alpes en été. Et je me suis dit, je n'aurais pas besoin d'aller au Canada. Ma vocation, ça va être la montagne. Je me souviens de la première fois que je suis monté à Courchevel. Oui, dans une petite 4L Renault, avec la route qui était plus petite. Et oui, ça m'avait paru assez loin. C'était à l'automne. C'était une période un peu tristounette. Et voilà, ça a été le début d'une nouvelle vie pour moi, puisque j'ai fait toute ma carrière professionnelle quasiment à Courchevel et j'ai pratiquement tout appris ici. Et voilà, sachant que j'ai pas grandi mon enfance et mon adolescence, j'ai passé en plaine, dans un endroit vraiment tout plat. J'étais d'abord à Val d'Isère, j'ai failli rester à Val d'Isère, et puis je suis venu à Courchevel avec ma future épouse. Et donc ça a été le début d'une nouvelle vie. Elle avait ses parents qui étaient là sur Courchevel, ses parents qui m'ont bien accueilli, qui m'ont beaucoup aidé à passer mon monitorat et à m'intégrer dans cette nouvelle communauté où j'étais quand même très très bien accueilli. J'ai rencontré des gens qui étaient très ouverts, beaucoup dans le cadre de l'école de ski, puisque tout de suite j'ai passé mon monitorat et donc j'ai connu tous les moniteurs de ski, même les plus anciens, et qui m'ont toujours bien accueilli, beaucoup apporté. Ouais, ça a été vraiment quelque chose de formidable pour moi. Avant de devenir guide de montagne, je voulais être un peu plus montagnard parce que j'arrivais de la plaine et mon idée c'était ça, c'était pas d'aborder l'alpinisme et la haute montagne comme un jeu, comme un sport sur un terrain de jeu. C'était de m'intégrer d'abord à une communauté montagnarde. Voilà ce que j'ai pu faire relativement bien. Et donc j'ai mis assez longtemps à aller vers la haute montagne. J'ai d'abord été moniteur de ski et accompagnateur en montagne pendant 9 ans. Et ensuite, voilà, j'étais en pleine force de l'âge. Et puis le moniteur de ski tel que je le pratiquais en engagement, je me trouvais pas tout à fait à ma place. J'avais envie de faire plus. Et voilà, ça a vraiment été le déclic pour passer le guide haute montagne. Et en plus, c'est l'époque où je m'occupais de la tour de glace d'Alain Chardon. Et je passais beaucoup de temps pendu sur les piolets sur cette tour de glace verticale. Et j'avais acquis une technique, une endurance sur la glace qui m'a permis de faire ma liste de courses pratiquement tout en hiver pour l'aspirant guide. C'est un hiver où il y a eu un grand anticyclone, il y a eu des très très bonnes conditions en montagne. Pour faire guide d'haute montagne, on doit se présenter à l'aspirant guide déjà avec un dossier. Et dans ce dossier, il faut présenter une liste de courses. Alors des courses soit en falaise, en escalade pure, soit en rocher en montagne, ou en glace, ou à ski, en course mixte. Enfin, il y a différents domaines où il faut une dizaine de courses d'un certain niveau.
Autrefois, on pouvait choisir les courses qu'on faisait. Maintenant, on doit choisir dans une liste qui est proposée. Une fois que ce dossier a été validé, on peut rentrer en formation à l'aspirant guide à Chamonix. Et ensuite, il y a 2 années où on doit exercer comme aspirant guide. Et après, on peut se présenter au stage de guide. Pour définir un bon guide, il y a de la boutade qui dit qu'un bon guide, c'est un guide vivant, un vieux guide. Je dirais que ce qui fait un bon guide, c'est-à-dire que le métier est tellement divers. Il y a des guides qui vont s'épanouir principalement dans le ski, qui vont aller skier même en été, vont aller skier dans l'hémisphère sud. Il y en a d'autres, ils vont se diriger vers le désert, d'autres vers le canyoning, d'autres vers les grandes courses en montagne. Donc ça demande des qualités diverses, mais surtout c'est d'être à l'écoute des gens. Comme on dit, c'est d'être au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. Et donc il faut être très attentif aux personnes, à leurs capacités, à leurs désirs. Après avoir une grande connaissance des conditions du milieu, aussi être très curieux, s'informer, pas hésiter à aller demander les renseignements à des collègues et tout ça. Et puis d'être dévoué aux personnes, de toujours être attentif à eux, auprès d'eux, de les soutenir. Le quotidien d'un guide de haute montagne, ça peut se considérer en 3 parties, c'est-à-dire qu'il y a une partie où on va rencontrer les clients, où on va préparer la course ou la sortie. Après ça, il y a toute la partie où on est sur le terrain. Et puis, donc, c'est pas forcément partie de la même journée, mais il y a une 3e partie qui est importante, c'est l'entraînement, c'est d'être toujours en forme. Et en fait, quand on a les périodes où on n'a pas de clients ou les journées où on n'a pas de clients, on met quand même le baudrier pour aller faire de l'escalade, s'entraîner, aller en reconnaissance et tout ça. Donc, c'est un petit peu comme les intermittents du spectacle. Finalement, il y a des périodes où on travaille et puis d'autres où on n'a pas de boulot, mais où on est quand même dans notre travail à garder la forme, à faire des reconnaissances ou des voyages, ou préparer. Il y a beaucoup un travail de préparation qui est très important. Voilà, le jour où on prépare plus, c'est que les problèmes sont pas loin. En fait, pour une journée de ski ou pour une journée en montagne, il faut la préparer. Et puis bien sûr pour les voyages, les expéditions avec des clients ou même sans clients, c'est beaucoup de travail. Le premier sommet que j'ai fait, la première fois que j'ai mis les crampons direct, c'était pour aller à la Grande Casse. Les conditions étaient différentes de maintenant. C'était si je me souviens bien, le 2 juillet 1978. Voilà, moi, j'avais jamais mis les crampons avant. C'était ma première expérience directe au sommet de la Grande Casse. La Grande Casse, c'est emblématique. C'est le point culminant du département de la Savoie. C'est le point culminant du massif de la Vanoise. Et c'est aussi peut-être la montagne qui est un peu plus technique par rapport aux autres massifs de la Vanoise. En particulier, il n'y a pas de voie vraiment aisée pour l'accès. La voie normale, là, les grands couloirs du côté ouest. Voilà, maintenant c'est peut-être un peu plus raide que c'était avant. Et puis après ça, côté nord, il y a les couloirs des Italiens, ce qu'on appelle la centrale, au milieu de la face nord. Et puis après, la petite face nord. Et donc c'est trois itinéraires qui sont assez raides. Après, il y a d'autres itinéraires qui sont pas skiables, qui sont encore plus difficiles et difficiles à s'assurer dedans, mais qui sont très, très peu parcourus. Si on compare les montagnes de Courchevel aux montagnes du reste du monde, parce que j'ai eu l'occasion, comme guide de haute montagne, d'aller dans de nombreuses stations, nombreux massifs différents. Le profil des montagnes, je ne connais pas d'autres endroits mieux adaptés au ski alpin qu'ici. Ça, c'est clair, parce qu'on est sur des alpages qui ont été entretenus depuis des siècles et qui ont été préparés pour être enneigés, et pour pouvoir skier dessus. Après, il y a aussi le paysage qui est très ouvert, qui est très harmonieux.
Contrairement à d'autres endroits où on est plus écrasé par les montagnes, où il y a plus de rochers, c'est un panorama qui est apaisé. Et puis après, ben oui, les équipements pour l'hiver, c'est unique. Hein. Il suffit d'aller skier, même dans d'autres grandes stations. Quand on revient ici, on se rend bien compte que voilà, il y a quand même une différence. Et après, pour l'été, en tant que guide de haute montagne, j'irai pas simplement Courchevel, mais la région, le massif de la Vanoise, je dirais c'est le massif de l'alpinisme heureux, c'est-à-dire que on peut emmener des enfants, on peut aller en famille, et on a quand même peu de risques de se prendre des séracs ou des chutes de pierre sur la tête, et tout en découvrant les glaciers et la haute montagne. En plus, on a des refuges qui sont bien améliorés. Donc pour l'été, comme guide de haute montagne, ouais, c'est une région quand même qui est sympa. On peut prendre les gens vraiment à zéro, tout jeunes, et les garder longtemps, et après pouvoir les emmener dans d'autres endroits, les progresser avec eux. Et pour le ski, pareil, hein, j'ai vraiment eu l'occasion d'avoir des gens débutants, en particulier une famille d'anglais. Je les ai eus débutants, et on a été dans tous les continents de la Terre. Enfin, c'est des belles histoires, quoi. Hein. Après, on trouve une communauté qui, avec des personnes qui ont vécu l'ancienne vie, hein, la vie agro-pastorale, et ça on retrouve dans les montagnes du monde, un peu partout. Donc c'est aussi une chose qui est un peu surprenante, hein, dans un endroit qui paraît d'un côté très luxueux, très aménagé, très moderne. Et bien on retrouve quand même une âme d'une communauté montagnarde qui, dans un récent passé, a connu la condition de vie des montagnards avec des logements qui étaient pas toujours très confortables, avec des longs hivers, avec un labeur tous les jours avec les vaches, avec l'exploitation de la forêt, avoir du bois pour se chauffer, pour construire, tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le monde entier, et on peut faire des liens. Je me souviens d'un voyage qu'on avait fait avec Alain Chardon dans l'Atlas marocain, et où il était très touché de voir les petits bergers, se rappelant lui-même son enfance, où il partait avec les vaches pour garder les vaches, et où il avait appris à s'endormir instantanément sous un arbre parce qu'il s'ennuyait tellement en faisant ce travail qu'il avait appris à s'endormir, et même adulte, il était capable de s'endormir n'importe où en quelques minutes. Voilà, c'était Alain Chardon. Guide de haute montagne, c'est un métier dangereux. Moi, c'est un peu aussi pour ça que j'ai arrêté. J'ai eu l'impression d'avoir grillé tous mes jokers. Et quand je repense rétrospectivement à des situations où je suis allé, je pense qu'il y a pas mal de fois où j'ai quand même eu beaucoup de chance. J'ai pas envie de rentrer plus que ça dans la statistique des accidents. C'est aussi ce qui m'a incité à changer d'activité. D'autant plus que j'ai eu un gros accident dans une avalanche en Mongolie en 2006. Et voilà, où j'ai eu une grosse fracture du fémur. J'ai mis 2 ans à m'en remettre. Et puis récemment, je m'étais aussi cassé l'autre jambe. Donc voilà. Après, c'est un métier, oui, on est exposé, je pense particulièrement aux avalanches. C'est un risque qui est omniprésent. C'est quand on skie avec les gens, on est sans cesse concentré pour guetter le risque potentiel des avalanches. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu usant, qui est un peu stressant. On a beau essayer de rationaliser tout ça, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Je me suis senti en danger sur le moment. C'est pas toujours évident. C'est plutôt rétrospectivement qu'on se dit, oh là, il aurait pu vraiment m'arriver quelque chose. Si, il y a une fois où j'ai eu très peur.
Avec un collègue, c'était pendant que je faisais ma liste de courses justement pour le guide. J'ai fait l'arête Kufner, donc c'est une arête qui monte au Mont Maudit, qui a un itinéraire assez technique, voilà, d'envergure. Hein. Il n'est pas très difficile, mais c'est vraiment de la haute montagne. Et c'était la mode à l'époque. On avait des chaussures de montagne en plastique, des coques plastiques, et on arrivait assez facilement à fixer des petits skis dessus. Donc on faisait les courses avec les petits skis sur le dos, et puis à la descente, on pouvait skier comme ça, c'était plus facile pour redescendre. Et là, du sommet du Mont Maudit, on a chaussé les skis. En descendant la pente nord du Mont Maudit, il y avait de plus en plus de neige. Et à un moment, on s'est retrouvé avec plus d'1 mètre de neige poudreuse, de la neige formidable, quoi. Mais vraiment la trouille que ça parte en avalanche et que on soit tous les deux submergés, pris dans une avalanche. Là, vraiment, rétrospectivement, ouais, sur le moment, j'avais vraiment la trouille, quoi. Régulièrement, on est amené à faire demi-tour, à renoncer, parce que, comme je disais, c'est bien faire son travail, c'est être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et quand il y a un de ces éléments qui fonctionne pas, eh bien oui, il faut faire demi-tour, il faut renoncer. C'est pas toujours possible. Des fois, on est sur des itinéraires. On fait de la randonnée itinérante, par exemple sur une haute route Chamonix-Zermatt. On peut pas faire demi-tour, parce que faire demi-tour, on s'exposerait au même risque que continuer. Donc là, on est vraiment obligé d'avancer, de progresser, d'aller dans le refuge suivant qui nous attend. Et là, c'est vraiment, on est tout concentré sur tout. C'est difficile parce que quand vous avez un groupe de 5-6 personnes, que vous devez vous espacer à 50, 60, 100 mètres les uns des autres pour éviter le risque d'avalanche, eh bien la personne qui est derrière, elle est presque à 1 kilomètre, quoi, de vous. Dans le brouillard, vous savez pas. Si vous n'avez pas donné une radio à la personne qui est derrière, c'est très stressant. À chaque fois qu'on se regroupe, on ne sait pas si tout le monde va arriver. Il y a vraiment des situations où on n'a pas pu faire demi-tour et où c'est vraiment difficile. Alors j'ai changé d'activité. Je pense que c'est un faisceau de raisons. Il y a eu la question de mes accidents aux jambes. Donc il me restait une bonne jambe après mon accident en Mongolie que j'ai cassé bêtement en faisant du slalom géant avec des skis de randonnée en avril 2019. Donc je me sentais un peu physiquement diminué pour pouvoir emmener des clients. J'avais aussi proposé à la commune de Courchevel d'ouvrir l'hiver lorsque ça serait possible de chauffer le chalet. Et là, ils ont été très très réactifs. En même pas une année, ils ont voté le financement, fait les appels d'offres et les travaux. Voilà. Et puis peut-être aussi dans mon fort intérieur, je sentais pour moi le besoin de faire évoluer mes pratiques, ma profession, et aussi d'aller vers, maintenant on appelle ça plus de sobriété dans ma vie, dans mes déplacements, parce que guide haute montagne, on voyage beaucoup, on se déplace beaucoup, et en plus cette opportunité de pouvoir ouvrir le chalet de la Rosière toute l'année quasiment, de me diriger vers ce qu'on appelle maintenant un tourisme 4 saisons, qui est encore pas évident, mais vers lequel on va tendre, puisqu'on a fermé le 24 avril, et l'idée est de rouvrir le 26 mai, donc c'est un petit mois de fermeture. Et puis à l'automne, pareil, peut-être que dorénavant on ira jusqu'à la Toussaint, au moins les week-ends, et on fermera vraiment fin octobre, novembre pour rouvrir début décembre. Il y a quelque chose de très intéressant au niveau de Courchevel.
Là, il faut vraiment qu'on devienne plus qu'une station de ski. Puis on essaye dans chaque domaine de cette petite entreprise de prendre les options du développement durable. Voilà, c'est pas évident du tout. Je vous le dis tout de suite. Au niveau du choix des fournisseurs, des produits, pour le déplacement, les ravitaillements, tout ça. Donc on a un petit Kangoo électrique. Après, l'hiver, tout l'hiver, je ravitaille à ski. J'ai pas de motoneige. Donc j'ai une poulka. Je mets tout le ravitaillement dans la poulka et je descends en bas, on chauffe au bois. Enfin voilà, on essaye dans tous les domaines avec la nourriture bio au maximum ou de toute façon au plus possible local, des produits frais. Je vais au marché 2 fois par semaine à Moutier. Voilà, on essaye de faire quelque chose qui soit satisfaisant. L'hiver, notre travail au chalet de la Rosière, c'est vraiment magique parce qu'on accède à ski, à pied ou en raquette, suivant la qualité de la neige. Et on arrive là, dans notre petit chalet, avec des traces d'animaux autour. Pas beaucoup de traces quand même. On aimerait bien qu'il y en ait un petit peu plus. Cet hiver, j'ai vu des mouflons, des traces de renards, de lièvres communs, de loups peut-être, je sais pas. Comme il y a beaucoup de chiens aussi qui passent, de gros chiens, on n'est jamais très sûr si c'est un loup ou des gros chiens. Et puis voilà, on allume le poêle à bois. Et puis après ça, on prépare nos mises en place pour les repas. Donc l'été, c'est un peu plus facile, on peut accéder en voiture. Mais là, toute l'équipe, toutes les personnes qui travaillent avec moi, elles sont enchantées de travailler ici. Et puis on a une clientèle qui est extraordinaire. Déjà en hiver, les gens, ils ont marché au moins une demi-heure, donc ils sont tout calmes, tout apaisés, tout tranquilles. Et puis l'été, c'est vraiment sympa aussi. On a beaucoup de chance d'être dans cet endroit. Depuis ma cuisine, je vois la forêt, la montagne, je vois même le lac. En fait, c'est l'aboutissement d'une vie. C'est tout mon imaginaire d'enfant que je retrouve là, à faire quelque chose qui me plaît, qui sert, où je peux prendre des options qui sont satisfaisantes et faire plaisir aux gens. Je suis vraiment heureux. Ouais, c'est la grive de Rennes qu'on entend. Là. Et puis la mésange noire dessus là. Au lac de la Rosière, j'ai trouvé l'imaginaire que j'avais de l'espace dans lequel j'avais envie de vivre. C'est-à-dire qu'il y a un petit lac de montagne qui vient du surcreusement qui a été fait par les glaciers autrefois. Et qui est vraiment une couleur turquoise, une forêt de conifères, des épicéas principalement, mais il y a aussi des sapins, des pins. Et donc là, cet hiver, beaucoup de ciel bleu. L'hiver, c'est complètement féerique grâce à la neige qui, avec une métamorphose de fort gradient, fait des cristaux de givre qui peuvent être très très grands. On dirait vraiment des fleurs de givre, c'est absolument féerique. Et l'été, c'est assez exceptionnel au niveau de la flore, puisqu'on est sur du gypse et c'est reconnu que sur le gypse, il y a une flore un peu extraordinaire avec beaucoup d'orchidées sauvages. Voilà, c'est des jeux de couleurs. On a ces ravins de gypse qui prennent la lumière d'une façon complètement inhabituelle. C'est très surprenant. C'est un endroit où tous les gens qui viennent, à toute saison, ils sont émerveillés. Ce chalet, il est géré par une association qui s'appelle Site Naturel des Avals. Le but de l'association, c'est la mise en valeur et la découverte du milieu naturel dans le vallon de la Rosière et les Avals. Moi, mon idée, c'est de pouvoir accueillir tout au long de l'année des gens qui viennent découvrir la nature là, parce que peut-être on aura su la préserver. Là, cette année, j'embauche un guide naturaliste
qui va s'occuper de ça, quoi. Vraiment développer la découverte du milieu pour tous les publics qui sont intéressés. On peut avoir des publics très divers et je pense que sur toute l'année, on peut avoir une activité sur le chalet et puis petit à petit qui s'adapte à l'évolution. Si j'ai un ami de passage et que vraiment je veux lui faire découvrir l'endroit que je préférerais sur Courchevel, je pense que je l'emmène faire une voie d'escalade dans les avals à la paroi de la Grande Val, parce que c'est la belle escalade qui est très agréable et on a une vue donc sur le vallon des avals qui est complètement bucolique et on voit le Mont Blanc, on voit le Grand Bec, on voit Belle-Côte, on voit le glacier de Gébroula, on a vraiment une vue très très large sur les sommets environnants, la Portetta bien sûr. Je pense que c'est là que je l'emmènerai pour partager avec lui quelque chose que j'aimerais à la falaise de la Grande Val. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voix, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info@courchevel.com pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. À bientôt!